Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais introduire votre nouveau cours ou module qui s'intitule Technologie Web 1. Et donc, pour commencer, j'aimerais présenter un petit peu le développement web de façon très générale. Et donc, j'ai trouvé cette figure ou cette image qui m'a semblé intéressante pour faire cela, où le site web ou bien l'application web est représentée par un iceberg. Et donc, il y a une partie qui est visible à l'utilisateur ou bien au visiteur et une partie qui sera immergée. Et donc, le développement web, il est composé de deux parties. Il y a une partie qui concerne le haut de l'iceberg et on appelle ça le développement front-end, c'est-à-dire vous allez développer tout ce qui sera affiché à l'utilisateur. Si vous voulez, en quelque sorte, ce sera l'interface avec laquelle l'utilisateur va interagir. Il y a une autre partie qui est immergée et ça concerne le développement back-end, c'est-à-dire tout ce qui va être exécuté au niveau du serveur, il ne sera absolument pas visible à l'utilisateur. Donc en gros, le développement web, il est composé de deux parties. Donc je répète, une partie visible ou bien front-end, c'est-à-dire vous allez écrire le code pour la partie ou les interfaces avec lesquelles les utilisateurs vont pouvoir interagir, et une partie back-end qui sera, elle, par contre, exécutée uniquement au niveau du serveur et ne sera absolument pas du tout visible à l'utilisateur. Donc, l'iceberg, il a la particularité que la partie immergée, elle est plus grande, plus importante que la partie visible. Mais je vous rassure, en développement web, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que le développement front-end est moins important ou moins volumineux que le développement back-end ou bien inversement, mais cela dépendra du site web et ou bien de l'application que vous êtes en train de développer. Donc au niveau de l'institut, vous êtes un petit peu chanceux parce que sur plusieurs années, vous allez voir le développement back-end. Par exemple, durant la troisième année, ce sera le module technologie web 1 et donc vous allez voir les technologies qui sont utilisées pour faire un développement front-end, donc la partie visible ou bien la partie avec laquelle les utilisateurs vont interagir. Et en quatrième année, vous allez voir les technologies qui vont vous permettre de faire du développement back-end, c'est-à-dire la partie qui sera pas visible à l'utilisateur, mais par contre qui sera exécutée au niveau du serveur. Vous allez ensuite, au niveau de la cinquième année, enchaîner avec ce qu'on appelle les services web. Et donc, à la fin de votre formation d'ingénieur, vous allez être des développeurs full stack, ou plutôt vous allez avoir, ou plutôt vous allez manipuler, apprendre les technologies full stack, c'est-à-dire il y aura les deux parties, front-end et back-end. Et donc ça va vous permettre peut-être d'être un petit peu plus intéressant sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, il y a de plus en plus de demandes concernant les applications web et les sites web. Et si vous allez bien maîtriser ces technologies, vous allez augmenter votre probabilité d'embauche. C'est-à-dire, en gros, vous allez peut-être avoir plus de chances de trouver un emploi par rapport à d'autres ingénieurs. Il faudra aussi réfléchir à un autre aspect qui est l'entrepreneuriat et se poser la question, pourquoi ne pas créer ou développer votre propre entreprise de développement web ou bien votre propre entreprise de référencement web, et pourquoi ne pas travailler sur la sécurité des sites web qui, elle aussi, commence à avoir de la demande, même ici en Algérie. Donc ça, c'est en gros, qu'est-ce que ça veut dire le développement web et les deux parties principales. Donc je répète, la partie front-end, c'est-à-dire vous allez développer tout ce qui sera visible à l'utilisateur. Il y a aussi la partie back-end, c'est-à-dire tout ce qui sera exécuté au niveau du serveur et ne sera absolument pas du tout visible à l'utilisateur ou bien au navigateur. Donc le cours de cette année, plutôt de la troisième année, de quoi il sera composé?
Donc déjà, dès le départ, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire Internet et qu'est-ce que ça veut dire le web. Est-ce qu'on est en train de parler de la même chose ou bien y a-t-il une différence entre ces deux concepts? Et nous allons voir ça un petit peu en détail. Par la suite, nous aborderons le protocole HTTP, qui est le cœur du web. Et sans ce protocole, rien ne peut fonctionner. Donc, nous allons décrire le principe de ce protocole et surtout son fonctionnement. Par la suite, nous allons enchaîner avec la première technologie de base pour effectuer un développement front-end, qui est le langage HTML. C'est un langage qui va nous permettre de structurer le contenu de nos pages web. Donc, pour l'HTML, une petite remarque, c'est que ce n'est pas un langage de programmation. Et nous allons avoir l'occasion de le voir en détail. Comme deuxième technologie de base, nous allons voir le langage CSS. Donc, c'est un langage qui va nous permettre de définir les styles qui vont être adoptés à nos pages web, à notre contenu web. Et pour finir, nous allons voir un des langages peut-être les plus utilisés actuellement, c'est le langage JavaScript. Donc, c'est un langage qui va nous amener un aspect dynamique à notre contenu web. Et donc, nous allons l'aborder vers la fin de ce module ou de ce cours. Et donc, vous avez compris que si vous allez maîtriser ces trois technologies de base, HTML, CSS et JavaScript, cela va vous permettre d'acquérir une très bonne expérience et vous allez pouvoir vous surnommer comme étant un développeur front-end. Juste avant de finir la présentation du cours, j'aimerais aborder un autre aspect que vous allez sûrement rencontrer si vous ferez des recherches sur la thématique développement de façon générale et développement web de façon particulière, c'est la notion de framework. C'est quoi un framework web? En fait, c'est un ensemble cohérent de composants réutilisables. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être des classes, ça peut être des fichiers. Qu'est-ce qui caractérise ces bibliothèques ou bien ces classes? C'est qu'elles sont enrichies de l'expérience des développeurs. Qu'est-ce que je veux dire par expérience de développeur? C'est-à-dire ces bibliothèques ou bien ces classes sont généralement développées ou écrites par des développeurs expérimentés dans un domaine particulier. Et donc, à un moment ou un autre, ils ont décidé de mettre leurs connaissances sous forme de bibliothèque dans un premier temps pour qu'ils puissent augmenter leur fréquence ou leur production de code. C'est-à-dire pour qu'ils puissent écrire plus rapidement les codes. Et par la suite, ils ont mis ça à la disposition des autres utilisateurs. Donc, le conseil que je vous donne, il y a énormément de frameworks, c'est de ne jamais apprendre un framework avant d'apprendre la technologie de base. Par exemple, ici, vous avez une figure sur laquelle il y a énormément de frameworks. Vous connaissez probablement Bootstrap ou peut-être vous en avez déjà entendu parler de Bootstrap. Donc, Bootstrap, c'est quoi? C'est un framework, c'est une bibliothèque du langage CSS. Vous pouvez apprendre directement Bootstrap, mais vous allez avoir beaucoup de lacunes par la suite. Pourquoi? Parce que Bootstrap lui-même, il utilise, ou plutôt c'est une bibliothèque du langage CSS. Donc, si vous n'avez pas appris le langage de base, la technologie de base, vous allez avoir du mal à profiter comment dirais-je, à exploiter à 100% la bibliothèque que vous êtes en train d'utiliser. Donc jamais on utilisera un framework sans avoir appris sa technologie de base avant. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Maintenant, pour bien développer ou pour bien apprendre, il faut un minimum d'outils. Déjà, je vous conseille de choisir un bon éditeur de texte, de préférence quelque chose de free, de gratuit. Donc, il y en a énormément
Il y a par exemple Bracket, il y a Atom, il y a Sublime, il y a Visual Studio Code que je vous recommande. Et d'ailleurs, vous allez trouver sur cette chaîne une vidéo qui présente un petit peu Visual Studio Code, comment l'installer et comment l'utiliser. Donc vraiment, c'est un utilitaire, ou plutôt un éditeur qui est très puissant. Et en plus de ça, il est gratuit et multiplateforme. Et tellement qu'il est utilisé, vous allez pouvoir par la suite y ajouter des extensions qui vont vous permettre de vous faciliter encore plus l'écriture du code. Et si jamais vous aurez des difficultés avec cet éditeur, vous allez forcément trouver des forums qui discutent cet éditeur. Vous allez trouver la solution au problème que vous rencontrez. Donc ça, c'est pour l'éditeur de texte. Aussi, pour bien apprendre, moi, je vous conseille toujours de comprendre le principe des technologies avant d'aller écrire des codes complexes. Ça ne sert à rien d'écrire dès le départ des pages web assez complexes, assez jolies, si vous voulez, entre parenthèses, sans avoir à comprendre la logique de la technologie que vous êtes en train d'utiliser. Ça va vous mener à nulle part. Donc, toujours essayer d'abord de maîtriser une technologie, surtout de comprendre son principe et par la suite commencer toujours par des exemples ou bien des codes assez simples. Et en fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience, vous allez avoir la possibilité d'écrire des codes beaucoup plus complexes. Et bien sûr, le dernier conseil que je peux vous donner pour bien apprendre et bien comprendre les choses, c'est de pratiquer, surtout avec ce module-là ou bien avec le développement web. Si vous ne pratiquez pas assez, vous n'allez pas vraiment apprendre. Les concepts, généralement, des technologies de base sont assez simples, mais par contre, plus vous allez pratiquer, mieux vous allez les comprendre. Et bien sûr, si vous allez suivre les conseils que je viens de vous donner, je vous assure qu'à la fin de ce cours-là, à la fin du semestre, vous serez capable de développer des sites web modernes, design et responsive. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que les technologies web sont évolutives. C'est-à-dire ce que vous allez apprendre cette année, vous allez forcément être obligé de mettre toute la connaissance accumulée cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après. C'est-à-dire il y a tout le temps du nouveau dans ce domaine-là, développement web. C'est vraiment un domaine qui est très évolutif. Et donc, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours de nouveaux concepts qui sont introduits aux technologies existantes. Donc, il faut essayer de faire des mises à jour de temps à autre si vous voulez bien sûr rester au top, si on puisse dire ça comme ça. Donc, après cette brève introduction au cours, je vous invite, moi, à laisser quelques commentaires en répondant aux questions suivantes. Par exemple, avez-vous compris l'objectif de ce cours? Parce que c'est très important. Quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre l'objectif, il aura du mal à suivre par la suite. Donc, vous allez y répondre par oui ou non. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'aimerais aussi bien savoir qui d'entre vous qui est intéressé par une carrière professionnelle en développement web. Ce sera intéressant de voir un petit peu le nombre de personnes qui s'y intéressent à ça. Et aussi, vous pouvez partager votre expérience précédente si jamais vous avez déjà écrit ou développé des pages web. Donc, on aimerait bien que vous partagiez ça avec nous en disant, voilà, j'ai développé peut-être une page ou deux, j'ai utilisé telle ou telle technologie de base, et qu'est-ce que vous avez trouvé de facile à faire et qu'est-ce qui vous a semblé difficile à écrire ou bien à développer. Donc, je vous encourage vraiment à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, il ne faut pas vraiment se limiter. Soyez libre de poser les questions que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était concernant la présentation du cours. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer ce cours-là ou ce module. Donc, par le premier point qui est vraiment très important, c'est que Internet et Web.
Est-ce que pour vous, Internet est égal au web ou bien est-ce qu'il y a une différence? Que pensez-vous? Hein, je vais vous laisser quelques secondes le temps de réfléchir un petit peu et je vais vous donner la réponse. Donc, tout le monde a déjà employé le mot Internet et web, ça c'est sûr. Donc, mais pour vous, est-ce qu'il y a réellement une différence ou bien c'est pratiquement la même chose? Ben, en fait, il y a une différence. C'est vrai que pour le grand public, on va dire, pour les non-spécialistes du développement web, Internet et web, c'est la même chose. Ouais, on a souvent utilisé l'un ou l'autre pour, euh, pour dire exactement la même chose. Je vais me connecter à Internet, je vais me connecter au web, je vais surfer sur Internet, sur le web. Donc, généralement, on ne fait pas vraiment la différence entre les deux. Mais pour les professionnels du domaine, ben, Internet, c'est pas le web. Il y a une grande différence. Internet, si vous voulez, c'est un acronyme. L'acronyme de quoi? De International Network. Et c'est quoi Internet en fait? C'est l'Internet connexion d'un ensemble de réseaux de toute taille composé d'entités communicantes hétérogènes. Communicantes hétérogènes. C'est quoi ça? Donc déjà, ce sont des entités. Une entité, ça veut dire qu'elle est composée d'une unité de calcul et qui est complètement dépendante de ce point de vue. Donc, par exemple, c'est les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les objets connectés, ça peut être des véhicules, ça peut être, moi je ne sais pas, les imprimantes aussi, ça peut être une montre, etc. Hétérogène parce que déjà physiquement c'est pas la même chose, hein, je viens de le dire, ordinateur, smartphone, montre, et aussi hétérogène par rapport au système d'exploitation sur lequel tournent ces entités. Donc vous allez avoir par exemple Windows, vous pouvez avoir un système Mac, vous pouvez avoir Linux, Unix, vous pouvez avoir Android, et, etc. Donc ces entités vont pouvoir communiquer entre elles en se basant sur des interfaces réseau afin de transmettre et de recevoir les données. Donc ces interfaces réseau peuvent être des cartes Ethernet, des cartes Wi-Fi, ou toute autre carte permet de communiquer avec d'autres entités. Et bien sûr, le support de communication, il est très important et donc il va en falloir un pour pouvoir acheminer l'information. Donc ça peut être du câble en cuivre, de la fibre, ça peut être du Wi-Fi, ça peut être des liaisons satellitaires ou bien d'autres technologies. Et il y a aussi quelque chose qui est très très important et qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que pour que ça marche, il faut ce qu'on appelle des protocoles. En fait, ces protocoles, leur rôle, c'est quoi? C'est que ils vont assurer le bon déroulement de la communication. Donc, parmi les protocoles que vous connaissez sûrement, hein, que vous avez déjà vu précédemment, il y a le protocole IP, TCP, UDP, il y en a bien d'autres. Et pour résumer un petit peu la définition d'Internet, si on veut faire ça sur une seule ligne, bah Internet en fait c'est quoi? C'est des équipements réseau plus des protocoles. Donc il va nous falloir les équipements plus les protocoles. Et bien sûr, si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas avoir Internet parce qu'il n'y a absolument pas d'entité communicante. Et s'il n'y a pas les protocoles, là aussi, on ne peut pas parler d'Internet et on ne peut pas avoir Internet parce que, en fait, ces entités communicantes vont essayer de communiquer, mais comme il n'y a pas de protocole prédéfini au préalable, donc le bon déroulement des communications ne sera pas réellement assuré et on aura un petit peu n'importe quoi. Donc, Internet est égal équipement réseau plus protocole. Là, je vous donne juste vraiment un bref historique d'Internet sans rentrer dans les détails. Celui qui est intéressé par l'histoire d'Internet, vous allez sur des sites un petit peu spécialisés dans ce domaine et vous allez trouver tout ce qu'il faut, ou peut-être même vous avez déjà abordé ça
dans d'autres modules, soit durant le semestre précédent ou bien l'année dernière. Là, moi, je vous donne juste les dates un petit peu particulières concernant l'Internet, telles que les années 60. C'est là où on commence à réfléchir à un autre réseau qui n'est pas du tout centralisé, parce que le système ou le réseau centralisé, il est très vulnérable, parce que dès que le serveur ou le cœur est attaqué, bah, en fait, on n'a plus rien. Et donc, à partir des années 60, on commence à réfléchir au réseau maillé. Fin des années 60, ben, c'est la création du réseau ARPANET. Et par la suite, les années 73-74, on commence à parler de la norme TCP/IP, on commence à essayer de la définir. Donc, on essaie de définir les différentes couches. Et ce n'est qu'à l'année 1983 qu'il y a eu l'adoption de cette norme TCP/IP que vous connaissez probablement et que vous avez déjà vu dans un module précédemment, soit durant le semestre précédent ou bien l'année dernière. Il y a eu par exemple aussi en 1983 l'apparition de ce qu'on appelle le service DNS, qui est très 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 important pour justement pour le web. Et c'est un service qui permet de faire la translation entre le nom d'un serveur et l'adresse IP. Parce qu'il ne faut pas oublier, les entités communicantes qui sont connectées à Internet vont être identifiées par ce qu'on appelle l'adresse IP, Internet Protocol. Et donc, l'être humain n'a pas tendance à manipuler les chiffres, mais plutôt les noms pour identifier les différents serveurs, si vous voulez, au site web. Et donc, il y a eu la création de ce service-là, le service DNS. Donc là, maintenant, après avoir présenté ou défini un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Internet, nous allons aborder ou voir un petit peu les différents services offerts sur Internet. Internet offre un ensemble de services tels que la messagerie, le transfert de fichiers. Et pour assurer leur fonctionnement, comme je l'ai déjà précisé, il faudra un ensemble de protocoles. Donc, parmi les protocoles qui ont été déjà proposés, vous connaissez déjà très bien l'Internet Protocol. Donc, il permet d'effectuer ou il assure l'adressage des entités communicantes et aussi le routage sur le grand réseau Internet. Vous avez aussi TCP et UDP qui sont deux protocoles de transport et j'espère que vous connaissez la différence entre ces deux protocoles. Et vous avez le protocole qui nous intéresse vraiment particulièrement, c'est le protocole HTTP. Donc, il permet le transfert de documents hypertextes pour le service web. D'ailleurs, je profite de l'occasion. J'ai défini qu'est-ce que c'est qu'Internet, mais par contre, le web, pour l'instant, il n'est pas encore défini. Et je peux vous annoncer que Internet est un des services offerts, et le web est un des services offerts sur Internet. Donc, je répète, le web est un des services offerts sur le grand réseau Internet. Vous avez aussi, par exemple, le protocole HTTP, lui permet de se connecter temporairement à un serveur FTP distant pour récupérer ou déposer des fichiers. Vous avez aussi le protocole SMTP, lui il est réservé pour le transfert de mails. Et vous avez aussi un des protocoles que généralement les ingénieurs en télécom connaissent très bien, c'est le SIP ou SIP pour Session Initialization Protocol, c'est Session Initiation Protocol pour la gestion des sessions de communication de la voix sur IP. Donc ça, c'est pour un petit peu les différents services et leurs protocoles. Maintenant, il y a aussi une caractéristique de ces services, c'est que généralement ces services sont offerts bien sûr sur Internet et se basent sur l'architecture client-serveur. Donc, c'est quoi cette architecture client-serveur? Donc, un serveur est un ordinateur généralement qui est assez puissant et il va interagir avec les internautes ou bien les clients en leur offrant un service particulier. Donc, exemple, là, on a par exemple un accès, le service se résume en un accès à des fichiers partagés
Et donc, la communication entre le serveur et les clients, comment elle va se faire? Elle va se faire sur la base d'échanges de requêtes et de réponses. Donc, les clients sollicitent un service en envoyant des requêtes appropriées au serveur. Après traitement de ces requêtes, le serveur fournit le service demandé par l'envoi de réponses à ses clients. Et donc, vous allez retrouver pratiquement au niveau de tous les services offerts sur Internet, sa architecture de client-serveur. Si on prend l'exemple de la messagerie électronique, et vous allez me dire que qui ne consulte pas ses emails de nos jours, c'est devenu pratiquement un geste quotidien de la vie. Donc, comment la messagerie, ou plutôt comment le serveur, il va se comporter pour pouvoir acheminer vos messages. Donc déjà, un serveur mail est basé sur deux processus. Il y a ce qu'on appelle le MTA, le Mail Transport Agent, et le MDA, Mail Delivery Agent. Donc par exemple, ici, nous avons un client, Noël, qui a une boîte hébergée sur le serveur de messagerie newmails.dz. Donc elle va essayer d'envoyer un mail à Ahmed, qui lui, il a une boîte hébergée au niveau d'un serveur mail identity.dz. Donc, Noël va contacter le mail transport agent qui lui va se charger d'acheminer son courrier vers le serveur de messagerie identity.dz. Arrivé à ce serveur-là, le courrier de Noël, il sera délivré à Ahmed par le deuxième processus du serveur qui est le Mail Delivery Agent. Et bien sûr, tout ce travail-là ne peut pas se faire correctement s'il n'y avait pas les protocoles. Donc déjà, il y a le premier protocole, c'est le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Donc lui, il va gérer le transfert du courrier. Lors de l'envoi d'un courrier à un serveur, donc ce protocole va initier une session SMTP en envoyant la commande Hello, tout en précisant le nom de domaine du serveur hébergeant l'email de l'expéditeur, c'est-à-dire identity.dz. Ensuite, le serveur expéditeur envoie la commande mail from afin de signaler l'adresse email de l'expéditeur. Par la suite, l'email il sera transféré du destinataire. Par la suite, il y aura le protocole transmet l'email du destinataire, oui, du message en utilisant la commande RCPT2. Et à la fin, transfert du courrier avec la commande data. Donc au début, on envoie toutes les informations nécessaires. Le mail vient de où et il sera envoyé vers qui. Et par la suite, la commande data va nous permettre d'envoyer le contenu du courrier. Maintenant, pour la consultation du courrier. Donc là, il y a deux protocoles. Vous avez le protocole POP3, Post Office Protocol 3. Donc lui, il va vous permettre de récupérer ou de sauvegarder les messages sur disque local. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire de la consultation hors ligne, c'est-à-dire même si vous n'aurez pas Internet, vous allez pouvoir revoir les messages que vous avez déjà reçus précédemment. Et vous avez un autre protocole qui est le protocole IMAP pour Interactive Mail Access Protocol. Donc ce protocole ne récupère pas les messages. Par contre, le serveur envoie une copie seulement et garde la copie sur le serveur, sur la machine serveur elle-même. Et donc là, si vous voulez revoir vos messages précédents, là vous êtes obligé d'être connecté à Internet. On me dit que IMAP, il fonctionne avec une consultation en ligne, contrairement à POP3 que lui, il est hors ligne. Il vous permet une consultation hors ligne. Donc ça, c'est pour le service de messagerie électronique. Vous avez un autre service qui est très utilisé aussi sur Internet, c'est le service de transfert de fichiers. Lui, par contre, il est basé, lui aussi, il est basé sur l'architecture client-serveur. Donc,
il utilise le protocole FTP et non pas SMTP comme tout à l'heure. Donc pour chacun des services, il y a un protocole prédéfini. Donc le protocole FTP utilise le port 21 pour l'envoi des commandes, par exemple user et pass, ce qui va permettre au client de s'authentifier auprès du serveur. Par la suite, l'utilisateur ou bien le client peut manipuler les fichiers qui se trouvent sur le serveur en fonction de ses droits, bien sûr, hein, parce que chaque utilisateur, il aura des privilèges, des droits sur les fichiers qui sont partagés au niveau du serveur. Donc, il y a différentes commandes qui sont prédéfinies par le protocole FTP, telles que put, get, rmdir, rename, etc. Et donc, tout cet échange de commandes, il s'effectue sur le port 21. Et bien sûr, pour l'envoi des données, il y a le port 20. Donc, FTP utilise le port 21 pour l'envoi des commandes et pour les données, il utilise le port numéro 20. Et là, on arrive à notre service web. C'est le cœur de notre module. Donc, le web veut dire quoi? C'est tout simplement World Wide Web. Donc, et les services les plus utilisés d'Internet. C'est quoi exactement ce service? Ce service, il va vous permettre, ou plutôt il représente un système hypertexte public. Ça veut dire quoi? Hypertexte. Ça veut dire qu'il contient des documents liés entre eux par des liens hypertextes. Ça veut dire, je suis au niveau de ce document-là, je trouve un lien qui va me permettre d'aller vers le deuxième document. Et au niveau de ce deuxième document, je vais trouver d'autres liens qui vont me permettre d'aller vers d'autres documents et ainsi de suite. Donc c'est un système qui est public, donc n'importe qui a le droit d'y accéder. Et vous allez pouvoir comme ça, on va utiliser le terme de naviguer, vous allez passer d'un document à un autre en exploitant les liens qui existent, des liens hypertextes qui existent entre ces documents-là. Donc, d'où ça vient ce web-là ou ce service-là? En fait, ça a été créé vers la fin de l'année 1989 au niveau du CERN. Le CERN est un laboratoire européen de physique des particules nucléaires qui se trouve à Genève. Donc, l'idée était d'utiliser un ensemble de techniques réseau et hypertexte afin de fournir un accès convivial à un système d'information global pour des équipes dispersées dans le monde entier. En fait, au niveau du CERN, il y avait énormément d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillaient sur la physique des particules et qui travaillaient avec, on va dire, les chercheurs du monde entier. Donc, il y avait des chercheurs au niveau de l'Amérique latine, au niveau, on va dire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie, etc. Et ces chercheurs-là avaient besoin de partager des informations et des données entre eux. Et donc, il y avait un ingénieur au niveau du CERN, il a réfléchi à un système qui permettait de partager ces données-là de façon totalement conviviale. Donc, c'est là qu'il y a eu l'apparition du web. Donc, ils ont essayé de combiner les différentes techniques réseau qui existaient avec les systèmes hypertextes qui existaient déjà à cette époque-là. Donc, je répète, hypertexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un document qui contient du texte, pardon, et il y a aussi des liens qui vont vous permettre d'aller vers d'autres documents que eux aussi contiennent du texte et d'autres liens qui vont vous envoyer vers d'autres documents. Donc, c'est ça la définition basique du web. Donc, maintenant, le web a certains types de caractéristiques. Certains aspects qui le caractérisent. Donc le premier aspect, c'est que c'est un système d'information hypertexte. Donc il va vous faciliter la navigation. Surtout, vous n'allez pas être obligé de suivre une navigation linéaire. C'est-à-dire on va vous tracer le chemin si vous voulez. Vous allez lire le premier document, ensuite suivant, ensuite le suivant, le troisième, et ainsi de suite. Non. Vous allez avoir ce qu'on appelle une navigation généralement. Hein, vous allez avoir ce qu'on appelle une navigation non linéaire. Et donc, vous allez pouvoir, dès que vous trouvez un lien hypertexte, vous allez pouvoir être transféré vers un autre document et lire un autre contenu.
Donc c'est ça qui caractérise le web. Donc c'est un système d'information hypertexte. Donc vous n'avez pas du tout une navigation linéaire à suivre ou séquentielle. Et bien sûr, chaque document peut contenir énormément de liens qui vont vous permettre d'aller vers d'autres documents. Deuxième caractéristique du web, c'est qu'il est multiplateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à la même information peut être exactement la même, peu importe le support physique. Donc, c'est-à-dire, je peux accéder à un site web, soit je me positionne sur mon PC, j'utilise mon PC, soit ma tablette, soit mon smartphone, le contenu, il sera toujours le même. Le contenu, il sera toujours le même. La même chose. Donc, vous allez utiliser un PC qui tourne sous Windows ou bien sous Linux ou bien Mac, le contenu il sera toujours identique. Donc c'est multiplateforme, donc le web il est multiplateforme, point de vue physique et logiciel aussi. Le web il est distribué. Ça veut dire que l'information n'est pas centralisée sur un seul noyau ou un seul cœur. Non, il est distribué. Actuellement, on parle de 1,3,4, hein, ça oscille hein, d'une année à une autre, de sites web actifs, c'est-à-dire les sites web qu'on continue à consulter, etc. Donc vous voyez, le nombre il est assez important et cela reflète en fait que l'information n'est pas centralisée, d'autant plus que ces sites web ne sont pas hébergés sur le même serveur, sur la même machine. Donc, hein. Mais on peut trouver un ou plusieurs sites qui vont être hébergés sur le même serveur web. Mais ce n'est pas tous les sites qui sont hébergés, bien sûr, sur un serveur. Vous allez trouver des milliers et des milliers de sites web à travers le monde. Et chaque site, pardon, pas un site web, des milliers et des milliers de serveurs web. Et chaque serveur web, bien sûr, a la capacité d'héberger plusieurs sites web. Et vous allez souvent entendre parler de serveurs. En fait, un serveur, c'est quoi? Un serveur, ce n'est qu'un simple ordinateur. Bon, je dis simple, mais en réalité, il n'est pas simple. Il est doté d'une puissance de calcul quand même assez importante. Et quand on parle de serveur web, en fait, ce n'est qu'un programme qui tourne 24 heures sur 24 sans arrêt. Il est à l'écoute des requêtes des navigateurs clients ou bien des utilisateurs. Donc en gros, si vous voulez, vous avez votre propre laptop ou bien votre propre ordinateur, vous pouvez le rendre comme étant un serveur web en installant seulement un programme qui va tourner tout le temps sur votre machine et qui va écouter un numéro de port particulier et pour pouvoir y répondre aux requêtes des clients, bien sûr. Le web, il est aussi caractérisé par son aspect dynamique, c'est-à-dire le contenu change constamment. Donc, par exemple, si vous allez consulter les sites de news, d'information, ces sites-là, leur contenu change généralement d'une journée à une autre ou même des fois d'une heure à une autre. Un autre aspect du web, c'est l'interactivité. Donc, vous allez pouvoir choisir l'information à lire, à voir, et vous n'allez pas du tout être, comment dirais-je, être tout le temps statique devant votre navigateur. Donc, vous avez le choix d'aller vous-même choisir le contenu qui vous intéresse. Et aussi, vous allez pouvoir communiquer avec d'autres utilisateurs à propos d'un contenu, par exemple, s'il y a sur des blogs, par exemple, il y a des articles qui sont publiés et donc vous allez pouvoir commenter ces articles-là de la même manière que les autres utilisateurs et donc ça va favoriser une certaine communication entre les utilisateurs. Vous pouvez aussi, par exemple, sur les sites de vente en ligne, donner votre avis sur certains produits. Vous allez lire les avis des autres utilisateurs, etc. Donc voici en gros ce qui caractérise le web. Donc je résume, c'est un système d'information hypertexte
il est multiplateforme, ça veut dire que vous allez accéder à la même information, peu importe le support que vous allez utiliser, support physique, ça peut être un PC, une tablette, smartphone, et peu importe le système d'exploitation sur lequel tourne votre support physique. Quelque chose qui caractérise aussi le web, c'est qu'il est distribué, c'est-à-dire le contenu n'est pas du tout centralisé sur un seul cœur ou un seul noyau, mais par contre, il y a des milliers, des milliers de serveurs web qui hébergent l'ensemble des sites web qui existent. Un autre aspect, c'est que le web, il est dynamique, hein, je viens de l'expliquer. Le contenu peut changer d'une heure à une autre. Le contenu peut changer aussi d'un utilisateur à un autre. Donc, si vous accédez, par exemple, à, je ne sais pas moi, sur un site, par exemple, un site de vente en ligne de e-commerce, donc peut-être que les articles qui vont ou les produits qui vous seront proposés vont être différents des produits qui seront proposés à un autre utilisateur qui lui n'a pas du tout la même tranche d'âge que vous ou les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc vous voyez qu'il y a un certain dynamisme du contenu qui sera affiché. Et bien sûr, le web, il est aussi interactif, c'est-à-dire vous allez avoir le choix de choisir le contenu que vous voulez lire ou voir ou écouter et vous allez pouvoir à travers le web communiquer avec d'autres personnes sur ou bien à propos des contenus disponibles. Donc ça, c'était concernant les caractéristiques. Maintenant, pour la navigation, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Bien sûr, un programme ou une application qui va vous permettre d'accéder à ce service. Donc, il existe plusieurs navigateurs pour les différentes plateformes, tels que Microsoft Internet Explorer pour Windows, Safari pour OS X, Mozilla Firefox, je crois qu'il est multiplateforme, en tout cas, il existe pour Windows et Linux. La même chose pour Google Chrome. Il y a aussi Opera. Je pense Opera, je l'ai déjà vu sur Windows. Oui, je l'ai déjà vu sur Windows. Probablement, il existe aussi une version pour Linux. Mais peu importe, je vous laisse vérifier ça à vous-même. Si vous utilisez des smartphones, vous allez par exemple avoir besoin de Mobile Safari si vous êtes sur iPhone ou bien de Google Chrome si vous utilisez un smartphone qui tourne sur Android Mobile. Donc ça, c'est pour le programme qui représente, ou plutôt c'est le navigateur, le programme qui va vous permettre d'accéder à ce service web. Sans ce programme-là, il vous serait difficile d'accéder au service web, voire impossible. Et donc, c'est ça le rôle d'un navigateur. Donc lui, il va se connecter au serveur web, il va demander des documents et ensuite il va formater, afficher les documents. Formater, afficher les documents, c'est-à-dire ce que vous voyez, vous, au niveau de votre navigateur, la disposition, les images, le texte, etc. Vous avez remarqué, hein, ça, c'est pas une image. Hein. Et donc, c'est ce formatage et cet affichage de ce que le serveur nous a envoyé, ça, c'est le rôle, c'est la tâche du navigateur. Le navigateur, bien sûr, il peut aussi vous aider à télécharger des fichiers. Il peut aussi être utilisé pour consulter votre email, par exemple. Et donc, je reviens un petit peu sur le navigateur. En fait, le navigateur, il connaît aussi les technologies de base que vous allez apprendre durant ce cours. Hein. Il connaît très bien l'HTML, il connaît CSS, il connaît JavaScript, il connaît surtout très très bien le protocole HTTP. Et on aura l'occasion de voir ça par la suite. Une remarque aussi concernant les navigateurs, il faut faire attention. Les navigateurs peuvent formater et afficher le même contenu web différemment. C'est-à-dire sur le serveur, on a exactement le même contenu web, mais par contre, on peut avoir des différences au niveau des navigateurs, au moment de l'affichage. Donc il faut faire attention à cela. Quand vous faites du développement web, il y a une phase qui est très importante qu'on appelle ça le testing. Donc à la fin, après avoir développé, soit en ayant effectué un développement front-end ou bien, c'est plutôt, oui, c'est plutôt lorsqu'on fait du développement front-end qu'on a ce
qu'on peut avoir ce petit problème-là. Donc, quand on développe quelque chose qui sera visible à l'utilisateur, donc à la fin, il faut vraiment s'assurer que l'utilisateur qui utilise par exemple Google Chrome, il aura devant ses yeux le rendu que vous voulez, hein. Et la même chose pour un autre utilisateur qui utilise par exemple Safari ou bien qui utilise Google Chrome. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on termine la phase de développement et qu'on entame la phase de testing? D'abord, on va tester les fonctionnalités de la page web, bien du site web. Et en même temps, on va utiliser plusieurs types de navigateurs et on va aller même un petit peu plus loin, pardon, c'est qu'on va utiliser différents systèmes, pardon, on va utiliser différents systèmes d'exploitation. Et donc ça va nous permettre de s'assurer que il n'y aura pas de surprise pour l'utilisateur ou le client qui est en train d'utiliser par exemple un PC, pardon, pas un PC, un ordinateur Mac ou un autre navigateur différent que celui qu'on a utilisé lorsqu'on a été en train de faire du développement. Et bien sûr, pour pouvoir publier les sites web, il faut un serveur web. Euh, Soit vous allez, comment dirais-je, héberger votre site sur un serveur web existant et donc vous allez vous abonner à ce service d'hébergement. Soit si vous disposez d'une adresse publique propre à vous, donc vous allez peut-être mettre en place votre propre serveur web sur lequel vous allez publier votre site que vous venez de développer. Maintenant, le rôle, je l'ai déjà précisé concernant les serveurs web. Donc le rôle, c'est d'accepter les connexions des différents utilisateurs aux clients et surtout, c'est l'envoi du contenu web ou le contenu des documents demandés et bien sûr de fermer les connexions quand ce n'est plus nécessaire. Aussi, le serveur web doit être capable de gérer plusieurs connexions simultanées. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un serveur web, en réalité, c'est pas un ordinateur lambda ou ordinaire. Il faut que ce soit un ordinateur doté d'une puissance de calcul assez importante pour pouvoir faire face aux multiples connexions simultanées, si vous voulez. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous quelque chose qui ne concerne pas ce module-là, c'est tout ce qui va venir avant le développement, avant l'écriture du code. Parce que vous allez vous imaginer sans doute que si jamais demain vous serez amené à être un développeur web, vous n'allez pas commencer directement par l'écriture du code en utilisant les différentes technologies que vous allez apprendre durant ce cours. Bah, il y a une partie sur laquelle il faudra s'y mettre si jamais vous n'avez pas ou vous ne travaillez pas avec un designer web. Donc, généralement, le développeur web, un développeur front-end ou bien back-end, surtout front-end, il vient terminer le travail du web designer. Donc le web designer, il va structurer un petit peu le site web. Et cela consiste à créer un plan, une arborescence du site tout d'abord. Donc c'est très important, il faut structurer un site en amont avant de commencer à écrire du code, à développer. Donc pour pouvoir structurer le site, il faut parler du contenu et de la cible ou bien de cible. Donc il faut se poser plusieurs questions. Quel type de site dois-je concevoir ou designer ou développer? Est-ce que c'est un site vitrine de vente, par exemple, ou bien de vente en ligne? Est-ce que c'est un site support de fidélisation? Est-ce que c'est un site d'information? Est-ce que c'est un blog? Donc il faut répondre à cette question
avant de faire quoi que ce soit. Deuxième question à laquelle il faut répondre, comment répondre aux besoins des visiteurs? Il y aura des visiteurs qui vont se connecter à ce site. Comment je vais y répondre? Est-ce que je vais y répondre en utilisant uniquement du contenu textuel? Est-ce que je vais aussi utiliser de l'audio, de la vidéo? Est-ce qu'il y aura des documents à télécharger sur le site? Et surtout, comment vous allez catégoriser, regrouper les différentes ressources? Le contenu, comment vous allez découper le contenu offert par votre site? Donc là, il y a aussi des méthodes à suivre ou bien des étapes. Donc pour pouvoir structurer le contenu, il faut faciliter, il faut bien sûr penser au client. Il faut qu'on lui facilite la navigation. Donc il faut essayer d'organiser un petit peu le contenu. Déjà, il faut lister les différents types de contenus que vous allez mettre sur le site. Par la suite, il faudra les regrouper pour pouvoir les structurer derrière. Et quand on parle de structurer, vous allez en quelque sorte affecter le type de navigation que le client devra suivre par la suite. Si vous choisissez une structure séquentielle, donc vous allez avoir une navigation linéaire. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le web actuellement n'est pas caractérisé par une navigation linéaire, mais plutôt par une navigation non linéaire. Mais ça existe ce type de navigation et qui est lié à une structure séquentielle. Généralement, vous risquez de retrouver ce type de navigation sur les sites qui sont destinés aux personnes âgées qui n'ont pas vraiment d'expérience avec l'informatique et le web. Et donc, pour qu'ils ne puissent pas se disperser, se perdre en quelque sorte sur le site, on va essayer de leur offrir une navigation linéaire. Et on va les guider tout au long de leur expérience sur le site web. Deuxième type de navigation, de structure, pardon, c'est la structure hiérarchique à étoiles. Donc, à partir de la page d'accueil, on atteint l'ensemble des pages. Donc à partir de cette page d'accueil, vous allez retrouver, ou plutôt on va retrouver des liens qui vont nous permettre d'aller vers l'ensemble des pages du site. On a aussi les structures hiérarchiques à plusieurs niveaux. Ce type de structure est généralement réservé pour les sites web qui ont un contenu assez dense. Si vous avez un site web avec vraiment énormément de contenu, donc vous allez privilégier ce type de structure afin que les clients ne se perdent pas totalement dans le contenu dense que vous offrez. Voilà. Sinon, la structure la plus utilisée actuellement, c'est la structure en réseau, c'est structure web, donc libre navigation réservée aux visiteurs expérimentés. Et vous allez me dire que actuellement, la plupart des, on va dire, des jeunes, ils sont expérimentés avec la navigation web, ils n'ont pas du mal avec ça. Et donc, si vous êtes en train de développer un site pour cette tranche d'âge, donc il vaut mieux privilégier ce type de structure. Bien sûr, après l'arborescence, nous n'allons pas et vous n'allez pas directement commencer au développement. Vous n'allez pas commencer à écrire du code. Donc vous allez passer, ou plutôt créer ce qu'on appelle un storyboard. Donc le storyboard, pour pouvoir y arriver à le faire, il faut d'abord faire ce qu'on appelle du zoning. Donc le zoning, ça consiste à quoi? Ça y est, vous avez défini le type de site que vous avez à développer, la cible, vous avez défini un petit peu les types des différents contenus que vous allez mettre sur vos pages web, etc. Maintenant, il faut faire du zoning, c'est-à-dire découper la page en zones sans les détails. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Donc, vous allez vous dire, par exemple, à ce niveau-là, je vais mettre un menu. Tout en bas, il y aura un footer, pied de page. Ici, par exemple, je vais présenter les principaux produits, si c'est un site de vente, par exemple. Tout en haut, à gauche, je vais mettre le logo de l'entreprise, et ainsi de suite. L'étape qui vient après,
c'est la création de ce qu'on appelle le wireframe. Donc en fait, c'est un terme anglophone et si vous voulez la traduction en français, c'est maquette fil de fer. Donc c'est une maquette, mais un petit peu, elle est minimaliste, c'est-à-dire elle décrit le contenu, elle décrit, pardon, le type de contenu de chaque zone, sans décrire le contenu. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vais mettre une photo ou bien une image, mais sans décrire l'image. Ici, je vais mettre du texte, je vais mettre n'importe quoi, mais sans préciser le texte qui sera au final ici. Là, je vais mettre de la vidéo. Là, ce sera un bouton. Par exemple, là, ce sera un formulaire, sans présenter forcément les différents champs que vous allez avoir dans le formulaire. Là, ce sera des images, sans préciser la nature ni quelles sont ces images, et ainsi de suite. Donc, on appelle ça un wireframe. Et par la suite, avec tout ça, vous allez pouvoir décrire les différentes fonctionnalités de vos pages. Et l'étape normalement qui vient après va vous permettre de générer votre maquette graphique. C'est à partir de cette maquette graphique généralement que le développeur front-end va rentrer en jeu. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il va commencer réellement à programmer et à mettre tout ce que vous lui avez déjà bien préparé en pratique ou bien en réel. Donc vous avez compris, donc il y a deux métiers qui vont communiquer entre eux. Il y a les développeurs front-end et il y a les web designers. Mais c'est très important pour un développeur front-end de comprendre le processus qui va être suivi ou entrepris par le web designer. Donc c'est très important que vous puissiez connaître un petit peu toutes ces étapes-là. Bien sûr, nous n'allons pas aborder ça en détail durant ce cours parce que le cours il est plus orienté sur le développement front-end. Maintenant, nous allons voir un petit peu l'anatomie d'une page web. Donc, voici une page web qui est affichée au niveau d'un navigateur. Donc, vous voyez, elle est composée un petit peu, il y a un titre, il y a une image ici, il y a du texte, une image, etc. Donc, voilà. Donc, l'image en réalité. Donc, l'image, vous la voyez comme ça au niveau de votre navigateur. Mais au niveau du serveur, l'image est composée d'un document, ce qu'on appelle un document HTML, donc dans lequel nous allons mettre du code HTML, et d'un style de présentation, c'est le fichier .css qui est là, et de deux images. Donc sur le serveur, il y a trois fichiers. Il y a un document HTML, un document ou bien un fichier CSS qui va résumer un petit peu le style qu'on veut appliquer à notre contenu web, et les deux images. Donc, vous, plutôt le client, lorsqu'il utilise son navigateur et qu'il demande cette page-là au niveau de ce serveur-là, donc lui, il va envoyer une requête. Donc, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va lire l'entête de la requête. Donc, il va déterminer que l'utilisateur, il lui demande le fichier index.html. Donc, il va le trouver, il va lui retourner ça dans une réponse. Par la suite, le navigateur du client, il va se rendre compte qu'au niveau du fichier index.html, pour pouvoir l'afficher correctement à l'utilisateur, il aura besoin de ce fichier .css, kitchen par exemple .css, pour cet exemple, et ces deux images. Donc il va envoyer trois requêtes par la suite pour demander au serveur de lui envoyer le reste des fichiers nécessaires pour qu'il puisse afficher correctement la page web. Et bien sûr, le serveur va y répondre avec trois réponses différentes et chacune contiendra un des fichiers demandés. Et à la fin, donc le navigateur, il aura la possibilité d'afficher la page web correctement à l'utilisateur. Je veux aussi aborder un terme assez important en web, c'est les URL que vous avez déjà sûrement manipulé sans vous rendre compte peut-être. Donc les ressources disponibles sur Internet,
tels que les documents web, les fichiers sans vidéo, etc., sont identifiés par leur URI, Uniform Resource Identifier. Les URI peuvent avoir différentes formes. La forme d'URI la plus simple à mettre en œuvre et la plus répandue est l'URL. Donc l'URL, elle permet d'identifier une ressource par un certain nombre de choses. Donc essayez de remarquer la ligne qui est là en bas. Donc l'URL doit préciser le protocole, doit aussi préciser l'adresse de la machine serveur qui héberge le document ou la ressource qui est demandée. Vous devez aussi préciser le numéro de port qui va vous permettre de récupérer ce document, et vous allez préciser le chemin d'accès à ce document sur le serveur et à la fin le nom de la ressource. Donc une URL, sa forme générale, c'est celle-là. Donc protocole, le serveur ou le domain name, le port, il est optionnel parce que généralement pour le service web, c'est le port 80. Donc si on utilise un numéro de port par défaut, ce n'est pas obligé de le préciser ici. Ensuite, après le port, vous avez un slash et vous allez mettre le chemin vers le document que vous demandez qui se trouve sur le serveur. Et à la fin, vous allez donner le nom de la ressource. Donc exemple, http://www.identity.dz, ça c'est le nom du domaine. Donc, et HTTP, c'est le protocole utilisé. Informatique, ici, ça c'est le chemin. Et programme web.html, ça c'est le nom de la ressource. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la recherche sur le web. Rechercher une information dans une quantité de données aussi gigantesque que le web n'est pas une tâche aisée. C'est pourquoi il y a des moteurs de recherche. Donc les moteurs de recherche, ils ont un rôle bien particulier. Ils vont faciliter l'utilisation du web en proposant aux utilisateurs une liste d'URL contenant les mots recherchés. Un moteur de recherche est principalement constitué de 3 modules. Vous avez le collecteur, on appelle ça en anglais le spider. Donc il est utilisé pour explorer le web et collecter les données. Donc c'est un programme qui va commencer à tourner et va naviguer sur le web. Donc on lui donne une liste de sites, on appelle ça les URL mères, et à partir de ces sites-là, donc il va consulter chacun de ces sites-là qui se trouvent sur cette liste, et par la suite, chaque site, quand il va le consulter, il va trouver des liens. Donc il va aller aussi parcourir ces autres liens, et ainsi de suite. Donc il va commencer avec une liste mère, une liste d'URL mère, et à partir de ces sites-là, il va trouver des liens hypertextes qui vont l'envoyer vers d'autres sites web, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rôle du collecteur. Vous avez le robot d'indexation, lui, il va analyser et indexer les données connectées. Donc chaque document web, quand il est visité, donc le robot d'indexation va essayer de repérer les mots-clés, par exemple, ou bien le type de données, de contenu qui se trouve sur la page web. Il va sauvegarder ça dans des bases de données. Donc dans les bases de données, vous allez avoir l'URL du document et à côté, par exemple, une liste de mots-clés que le robot d'indexation a trouvé ou bien a repéré. Et vous allez avoir dans le moteur de recherche une troisième partie qui est le gestionnaire des requêtes. Donc lui, ce gestionnaire, c'est lui qui va répondre aux interrogations des utilisateurs en leur affichant les résultats de la recherche. Donc ça, c'était un petit résumé concernant un petit peu comment Google, si vous voulez, il fonctionne. Donc il y a 3 parties, je résume. Il y a le collecteur, lui c'est le spider, c'est-à-dire il va visiter un ensemble d'URL le plus possible. Et derrière, il y a le robot d'indexation, lui il va analyser le contenu de chacun des documents et il va bien sûr sélectionner les mots-clés qui vont être sauvegardés dans une base de données
Et à la fin, il y a le gestionnaire des requêtes. Donc, les utilisateurs vont envoyer leur interrogation au niveau à ce gestionnaire. Et le gestionnaire va consulter les différentes bases de données pour pouvoir afficher des URL qui contiennent plus ou moins les mots-clés que les utilisateurs ont saisis au niveau de la zone de recherche. Donc, si vous voulez maintenant faire du développement web, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien sûr, il va vous falloir un petit peu d'équipement, mais ce n'est pas sorcier. Où il va vous falloir un ordinateur de bureau avec mise à jour, c'est-à-dire un ordinateur de bureau avec le dernier système d'exploitation, mise à jour, etc. Il va vous falloir un écran large, voire extra large, pour pouvoir afficher plusieurs fenêtres à la fois. Il va vous falloir autre ordinateur pour effectuer les tests. Il va vous falloir un smartphone pour les tests et peut-être un appareil photo pour réaliser des photos si nécessaire, si vous allez, par exemple, vous allez gérer aussi la partie, comment dirais-je, conception et design. Donc ça, c'est les équipements qui sont nécessaires à un développeur web professionnel. Ça, ce n'est pas pour vous en tant qu'étudiant. Pour vous en tant qu'étudiant, un simple ordinateur et ça fera l'affaire. Mais si jamais après votre formation, vous voulez vous lancer dans ce domaine, donc vous voyez que l'équipement de base, il n'est pas aussi sorcier que cela. Il est composé d'un ordinateur, d'un écran large ou plusieurs écrans, d'un smartphone au moins un et peut-être d'un appareil photo. En plus des équipements, il va vous falloir un certain nombre de logiciels. Donc, si vous allez faire un petit peu de la conception, du design, d'interface, il va vous falloir des logiciels qui vont vous faciliter la vie, tels que Sketch, tels que Figma, tels que Balsamiq aussi. Il va vous falloir quelques outils de création graphique, tels que GIMP qui est free, tels que CorelDRAW, je pense qu'il est payant aussi. Et aussi, il va vous falloir différents navigateurs pour pouvoir faire du testing comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc, Google Chrome, Firefox, les navigateurs que vous pouvez trouver et utiliser, bien sûr. Donc voilà, ça c'était un résumé un petit peu du premier cours dans ce module-là. Donc, je vous invite vivement à répondre aux premières questions que je vous ai posées au niveau des commentaires. Et surtout, si vous avez n'importe quelle question sur ce cours-là, ou bien sur les cours qu'on va faire durant les semaines prochaines, donc il faut être libre. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo.